L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 13 novembre 2020. COVID-19, 2 autres personnes décédées au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Investissement supplémentaire de 880 095 $ aux organismes communautaires de Côte-du-Sud. Québec accorde 200 000 $ à la MRC de Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Le CAE Montmagny-Lillet veut faire connaître les bons coups des employeurs. Les Magny-Montois sont invités à se procurer la licence 2021 de leur chien. Le gouvernement du Québec alloue près de 100 000 $ à 2 projets de concertation d'institutions muséales en Côte-du-Sud. Souper des fêtes, Arruda redoute un cauchemar à l'américaine et le ministre Pierre Fitzgibbon réprimandé. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 12 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 telle que livrée par le CIS de Chaudière-Appalaches. Il y a 57 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 312 personnes infectées. 22 personnes sont hospitalisées, dont 7 sont aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 663. 6 décès supplémentaires portant à 93 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Et des personnes décédées, 2 résidaient au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Une personne résidait au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis. Une personne résidait à la résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis et une personne résidait en communauté à Lévis, ainsi qu'une autre personne qui provient de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction du CIS de Chaudière-Appalaches offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 87 cas au total pour 23 actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 147 cas au total pour 68 actifs. Pour celle des Etchemins, on compte 78 cas pour 6 cas actifs de la COVID-19. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 6 cas. Dans les résidences pour personnes âgées, 6. Autres milieux d'hébergement, 5. Autres milieux de soins, 5 cas. Dans les écoles, 16. Entreprises, 46. Et les activités sociales et loisirs, 2 cas. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers, ainsi qu'un décès cumulatif. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 10 cas actifs chez les usagers et 9 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 20 décès cumulatifs. Au CHSLD Marc-André Jacques, à East Broughton, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et un décès.
Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 6 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 27 cas actifs chez les résidents et 48 chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et 11 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, un nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Lucas à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et 7 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents, ainsi que 3 décès cumulatifs. Un investissement supplémentaire de 884 095 $ sur 5 ans est accordé aux organismes communautaires qui soutiennent les familles de la région ou de la circonscription de Côte-du-Sud afin qu'ils aient les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. La députée ministre Marie-Ève Proulx, au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce plus tôt cette semaine. Au total, ce sont 85 millions de dollars sur 5 ans qui sont accordés aux organismes communautaires familles des différentes régions du Québec. Le gouvernement du Québec respecte ainsi son engagement de mieux soutenir le développement des enfants en épaulant davantage les ressources de première ligne sur le terrain qui travaillent directement auprès des familles, dont les plus vulnérables. Précisons que cette bonification du financement permettra de soutenir plus de 280 organismes avec un financement à la mission de 130 000 $ par année. En plus de bonifier de façon importante le financement aux organismes déjà financés par le ministère, le gouvernement du Québec en soutiendra près d'une vingtaine d'autres qui étaient reconnus, mais qui recevaient toutefois peu de financement. Ces organismes offrant des services de halte-garderie communautaire profiteront aussi d'un soutien supplémentaire. Le gouvernement va ainsi dans le sens de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui, en décembre dernier, recommandait de rehausser le financement de ces organismes afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de proximité auprès des familles et des enfants vulnérables. Le Centre d'aide familiale de la MRC de Montmagny recevra donc 33 343 $ supplémentaires. La Maison de la famille de la MRC de Lillet recevra également un montant de 33 133 $. Et finalement, la Maison de la famille du Kamouraska recevra aussi 33 343 $ en bonification. Cette annonce démontre la grande écoute du gouvernement face aux besoins des familles du Québec. Je suis persuadé que le financement supplémentaire des organismes communautaires familles va permettre de faire une réelle différence pour les organismes qui travaillent sans relâche pour le bien-être des familles de la circonscription de Côte-du-Sud. Ce soutien s'avère encore plus important pour les parents en ces temps difficiles, a déclaré Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. Suite à l'annonce faite mardi dernier par la ministre déléguée au développement économique régional et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx,
La MRC de Lillet se dit heureuse des moyens supplémentaires qui lui seront offerts par le gouvernement du Québec pour le développement économique de la région et le soutien aux entreprises. Concrètement, l'aide financière de 200 000 $ accordée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation permettra à la MRC d'embaucher au moins 2 ressources additionnelles ayant le mandat d'accompagner les entreprises dans les différentes phases de leur développement. Les élus de la MRC ont toujours soutenu qu'il était important d'offrir un accompagnement personnalisé et de proximité aux entrepreneurs de la région. L'annonce du gouvernement conforte cette vision et octroie à la MRC des moyens supplémentaires qui lui permettront d'offrir un service répondant encore mieux aux besoins des entreprises, notamment durant cette période d'incertitude, mentionne René Laverdière, préfet de la MRC. Rappelons qu'en 2015, le gouvernement du Québec avait sabré drastiquement dans les budgets attribués au MRC pour le développement économique. Malgré cela, la MRC de Lillet avait maintenu ses engagements allant jusqu'à implanter, en 2018, une direction de développement économique au sein même de son organisation. Au cours des prochaines semaines, la MRC de Lillet déterminera la forme que l'accompagnement additionnel prendra et réfléchira aux services spécialisés qui seraient les plus utiles pour les entreprises de son territoire. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que la MRC de Lillet a embauché, dernièrement, une ressource dédiée au marketing web pour soutenir les entreprises souhaitant entamer un virage vers le numérique. L'annonce faite mardi par la ministre déléguée comprenait également des mesures visant l'assouplissement des critères liés au fonds d'investissement administré par la MRC et une offre de formation en continu afin de mieux outiller les conseillères et conseillers aux entreprises. Cette aide est d'autant plus intéressante puisqu'elle nous accorde de nouveaux moyens pour les 5 prochaines années, ce qui permettra une meilleure planification de nos actions ainsi qu'un soutien bonifié à nos entreprises, en plus de consolider le rôle majeur que joue la MRC dans le développement de la région de Lillet, de conclure le préfet et maire de Saint-Adalbert, René Laverdière. Dès le 23 novembre prochain, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet invite les employés des territoires des MRC de Montmagny et de Lillet à dénoncer les bons coups effectués par leur employeur depuis l'arrivée de la COVID-19. Un geste qui pourrait leur mériter l'un des 10 chèques cadeaux d'une valeur de 100 $ chacun. Par ailleurs, cette campagne s'inscrit parfaitement dans l'une des 3 lignes d'affaires du CAE Montmagny-Lillet. Comme vous le savez, depuis le début de la pandémie, nos employeurs ont dû s'adapter très rapidement et encore une fois innover. Cette initiative est une façon de reconnaître leurs bons coups et surtout de démontrer que nous avons des employeurs de choix. Et cela contribuera certainement à favoriser le recrutement de la main-d'œuvre et à maintenir la complicité dans les équipes de travail, de préciser Mireille Thibault, directrice au développement économique et communication du CAE Montmagny-Lillet. De son côté, la Société de développement économique de Montmagny, partenaire de l'initiative, est fière de voir le CAE s'ajouter aux entreprises qui ont fait l'achat de chèques cadeaux Montmagny. C'était naturel pour nous d'apporter notre soutien à cette campagne et qui, il est important de le rappeler, soutiendra à la fois nos commerces et nos médias locaux, de dire Isabelle Normand, directrice de la Société de développement économique de Montmagny. À compter du 23 novembre prochain, les travailleurs qui travaillent et résident dans la MRC de Montmagny et de Lillet pourront se rendre sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet afin de dénoncer et de faire connaître les bons coups réalisés par leurs patrons au cours de la pandémie, de même que pour connaître tous les détails entourant cette campagne. À raison de 100 $ chacun, c'est une somme de 1 000 $ en chèque cadeau Montmagny qui sera partagée entre 10 gagnants tirés au hasard parmi tous ceux et celles qui auront dénoncé les bons coups de leur employeur. Le CAE fera 5 premiers gagnants le 30 novembre prochain et les 5 autres seront connus le 7 décembre prochain. Dans la capitale de Loi-Blanche, les propriétaires de chiens doivent se procurer une licence annuelle pour leurs fidèles compagnons et ce, avant chaque 1er février. On vous donne tous les détails dans quelques instants.
Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans la capitale de Lois-Blanches, les propriétaires de chiens doivent se procurer une licence annuelle pour leurs fidèles compagnons, et ce, avant chaque 1er février. Vendue au coût de 20 $, la licence facilite la gestion de la population canine, permet de retrouver un chien perdu plus rapidement et finance les programmes de contrôle des chiens errants et de sensibilisation sur les nuisances. De plus, elle est accompagnée d'un dépliant offrant des rabais très intéressants grâce à la collaboration de quelques commerçants. Pédicure gratuite, réduction d'un coût d'inscription à un cours canin et rabais à l'achat d'accessoires ou de nourriture pour chiens, tels sont les incitatifs proposés aux propriétaires de chiens par l'hôpital vétérinaire Montmagny, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l'animalerie Montmagny, le centre de rénovation Aventis Montmagny et Nutrition animale Belle-Girard. Les licences de chiens 2021 sont disponibles dès maintenant à la réception de l'Hôtel de Ville de Montmagny. La Ville de Montmagny rappelle également aux propriétaires qu'ils ont l'obligation de retenir leurs chiens au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 2 mètres lorsqu'ils se trouvent dans un lieu public. De plus, tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit aussi être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif, soit l'attache, laisse, clôture et autres, pour l'empêcher de sortir de la propriété. Les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations sont invitées à consulter le site de la Ville ou à communiquer avec l'inspecteur municipal Félix Laflamme. La députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, est heureuse d'annoncer par voie de communiqué et au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, l'octroi d'une somme de 98 000 $ pour la réalisation de 2 projets de concertation et d'innovation de 6 institutions muséales de la circonscription de Côte-du-Sud. Cette somme est attribuée dans le cadre de l'appel de projet pour le soutien à la concertation et à l'innovation des institutions muséales. En plus de susciter la concertation entre les différents intervenants du secteur muséal, ainsi que la réalisation de projets novateurs, ce soutien financier favorisera la mise en commun de ressources complémentaires pour optimiser la qualité des services, accroître la fréquentation des musées et diversifier le public. Il s'agit du Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli et de la Seigneurie des Aunais qui ont été choisis dans le cadre du plan de relance économique du milieu culturel. Le soutien du gouvernement du Québec au projet du Musée de la mémoire vivante et de la Seigneurie des Aunais constitue un appui significatif au développement des institutions muséales de la région. Je tiens à les féliciter pour leur créativité et leur dynamisme afin d'accroître leur visibilité et d'attirer de nouveaux publics. Sans contredit, la réalisation de ces projets aura un effet positif au plan culturel et touristique de Côte-du-Sud, a déclaré Marie-Ève Proulx, députée ministre de Côte-du-Sud. Selon le Journal de Québec, le docteur Horacio Arruda craint un cauchemar, comme aux États-Unis, si des rassemblements permis pour le temps des fêtes, si modestes soient-ils, entraînent une importante hausse de cas. En conférence de presse jeudi, le directeur national de santé publique a expliqué que Québec poursuit sa réflexion quant aux règles qui seront mises en place pour assurer un Noël familial, adapté, puis en santé.
Nous préférons avoir une réflexion que de laisser ça aller et laisser les gens faire des gros parties underground, ce qui serait un risque parce que le virus est là et je ne veux que ça devienne un cauchemar comme ce qu'on voit aux États-Unis, a-t-il répondu en anglais. Un scénario permettant à 2 familles de foyers différents est à l'étude, a-t-il confirmé, mais de nombreuses questions restent en suspens. Le gouvernement craint de voir certains soupers de Noël rassembler des personnes des 4 coins de la province et qui seraient très difficiles à retracer advenant des éclosions, a-t-il ajouté. Mais le Dr Arruda espère ne jamais en arriver à placer les Québécois devant l'obligation de choisir entre l'un ou l'autre des membres de leur famille pour leur tenir compagnie à Noël. Je pense qu'actuellement, là, il serait trop tôt pour vous donner l'information précise parce que les discussions ne sont pas terminées, a-t-il poursuivi. En terminant, pour une première fois dans l'histoire du Québec, un ministre a été réprimandé par l'Assemblée nationale hier sur la recommandation de la commissaire à l'éthique. Selon le Journal de Québec, le blâme symbolique à l'endroit du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a été appuyé par le gouvernement caquiste et l'ensemble des députés de l'opposition. Selon M. Fitzgibbon, qui n'était pas présent d'ailleurs au Salon Bleu, s'est abstenu de voter. Dans son rapport, la commissaire à l'éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, reprochait au ministre d'avoir rencontré à plusieurs reprises un ami lobbyiste, Luc Laperrière, qui venait de lui acheter les actions de l'entreprise Move Protein, dont il souhaitait se départir. M. Fitzgibbon s'est ainsi placé dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de sa charge en raison de ses liens étroits avec M. Laperrière, conclut la commissaire. Toutefois, le ministre n'a pas favorisé les intérêts de M. Laperrière de manière abusive, ni fait d'intervention en échange de l'achat de ses actions, précise-t-elle. À son arrivée en poste en 2017, Ariane Mignolet avait promis qu'elle n'hésiterait pas à recommander des blâmes contre les élus fautifs afin de ramener la confiance des citoyens envers l'institution. Mais la première sanction imposée par la commissaire s'était heurtée au gouvernement Couillard. Celui-ci avait usé de sa majorité pour battre une pénalité de plus de 24 000 $ imposée à l'ex-ministre libéral Pierre Paradis, à qui elle reprochait d'avoir utilisé son allocation de logement au profit des membres de sa famille. Il faut dire que le prédécesseur de Mme Mignolet s'est souvent fait reprocher de manquer de mordant. Jacques Saint-Laurent avait été le premier à occuper la fonction créée en 2011 dans la foulée de scandales sous le gouvernement Charest. Mais ces enquêtes, notamment sur les anciens ministres libéraux, Sam Hamad et Laurent Lessard, étaient demeurées sans conséquence. Un seul élu, l'ex-député caquiste devenu indépendant, Claude Surprenant, avait été sanctionné à la suite d'un blâme du commissaire Saint-Laurent à la toute fin de son mandat. Pour l'expert en éthique parlementaire, Denis Saint-Martin, le premier ministre François Legault a envoyé le bon signal en votant en faveur d'une sanction envers son ministre. Plutôt que de faire comme tous les autres avant lui et de protéger son ministre, il a été d'accord pour le blâmer, note le professeur de l'Université de Montréal. Toutefois, M. Legault a nui à son message en matière d'éthique en laissant son ministre nier publiquement les faits qui lui sont reprochés, croit M. Saint-Martin. Oui, il est blâmé, mais on le laisse utiliser toutes les tribunes possibles pour dire « Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien à me reprocher ». La commissaire à l'éthique fait erreur sur ce qu'elle pense avoir vu, résume-t-il. Bien sûr, une personne visée a le droit de se défendre, concède M. Saint-Martin, mais le danger ici est de mettre en péril la confiance des citoyens envers les institutions. Pour M. Saint-Martin, c'est le statut social de M. Fitzgibbon qui explique pourquoi il rejette les conclusions de la commissaire. Dans le monde des affaires, c'est normal de faire des transactions avec les gens que tu connais, parce que, parce que tu sais que tu peux leur faire confiance, souligne-t-il. Transposée dans le secteur public, cette façon de procéder est fondamentalement erronée.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-281 1313 au poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Je vais finir par y arriver. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et des heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellelachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellelachance.com. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Scène d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA-TV. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Encore une belle journée hier, mais c'était beaucoup plus frais qu'avant-hier. Il y avait quand même de bons vents, là, mais quand même une journée ensoleillée, puis c'était quand même confortable pour aller marcher, prendre l'air, travailler sur les terrains. Là, vous avez dû remarquer en vous levant ce matin qu'il y avait une petite gelée blanche sur les toitures. Là, là les températures vont considérablement se refroidir. D'abord, on va regarder notre image radar de ce vendredi 13. Oui, vendredi 13. Donc, vous voyez cette masse nuageuse là, au-dessus des Grands Lacs qui va nous atteindre au cours de la journée et possiblement nous apporter quelques petits flocons de neige. Il va falloir se faire à l'idée qu'on est rendu à presque la mi-novembre là, et que la neige va bientôt arriver. Donc, on prévoit ça, par exemple, particulièrement au sud de la MRC de Montmagny et de Lillet. Si vous regardez Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile, on parle de pluie ou de neige. Donc, ça nous donne, en résumé pour aujourd'hui, un ennuagement qui se fera au cours de l'avant-midi. D'ailleurs, c'est un peu commencé ce matin à 8h29, là. Maximum de 4 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses de neige ou de pluie qui cesseront vers minuit. Généralement nuageux par la suite avec 40 % de probabilité d'averses de neige, minimum de 0 pour la nuit prochaine. Demain, samedi, alternance de soleil et de nuages, vent du sud-ouest de 20 km/h, un maximum de 4 degrés, 5 pour Kamouraska. Ciel dégagé pour la nuit de samedi à dimanche avec minimum de moins 3. Pour dimanche, de la pluie intermittente avec un maximum de 3 degrés, mais ça pourrait peut-être aussi se transformer en quelques petits flocons parce qu'on sera quand même tout près du point de congélation parce qu'on parle d'un maximum de 3 degrés. Donc, est-ce qu'on l'atteindra? C'est à voir.
Dans la nuit de dimanche à lundi, pluie intermittente avec un minimum de 3 degrés. Pour lundi, on débute la semaine avec des averses, du temps venteux, maximum de 4 degrés. Pour mardi, du temps nuageux, maximum de -1. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -5. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -4 degrés. Donc, on sera vraiment sous les normales de saison. Là, ce sera froid à compter du milieu de la semaine prochaine, là, avec des températures sous zéro. Normal de saison, essentiel de l'année, 2 degrés pour le jour, -6 pour la nuit. Le soleil s'est levé à 6h43 ce matin et se couchera à 16h10, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 15,8 degrés et la plus froide en 2019 avec -13,9 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 9,9 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de -1,6 degrés. La pression barométrique est à 102,1 kPa à la baisse. L'humidité est à 82 %. Les vents soufflent de direction est-sud-est à 8 km/h. Il fait actuellement 0 degré sous un ciel nuageux. Et avec le vent, on peut ressentir une température de -5 degrés à 8h32 précisément. Pour les heures de la marée de ce vendredi 13, elle est basse ou elle sera basse à 9h49, haute à 15h30 et de nouveau basse à 22h20 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, c'est de la pluie ou possiblement quelques flocons de neige au cours des prochaines heures. Tout ça va se dégager au cours de la nuit, nous apporter une alternance de soleil et de nuages pour demain samedi. C'est le retour de la pluie jusqu'au milieu de la semaine et ce sera froid à partir du milieu de la semaine. On sera sous les normales de saison pour mercredi et jeudi. Ce sont des prévisions, naturellement, à long terme. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi 13 novembre, donc les chaloirs, les échelles et tout ça, il faudra peut-être être prudent ce vendredi 13 si jamais vous êtes superstitieux. Donc, vendredi 13, c'est le temps de souhaiter nos bons anniversaires à nos jubilaires du vendredi 13, samedi 14 et dimanche le 15. Il n'y en a pas. Dimanche le 15, malheureusement, on n'en a pas. Donc, bon anniversaire aujourd'hui, vendredi 13, à Jade Guimont. Elle a 15 ans aujourd'hui, Jade. C'est de la part de mamie Louise et papy Raymond. Donc, Jade de Guimont qui souligne son anniversaire aujourd'hui, 13 novembre. Bon anniversaire à un fidèle téléspectateur qui nous suit tous les jours. Moi, je pense à tous les jours, mais je sais qu'il nous regarde souvent. C'est M. Jean-Charles Couillard. Bon anniversaire, M. Couillard. C'est votre conjointe qui nous a téléphoné pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire ce vendredi 13. Jean-Charles Couillard, bonne fête. C'est tout pour vendredi 13. Si c'est votre anniversaire, et malheureusement, je ne l'ai pas nommé, l'année prochaine, il faudra peut-être brasser vos parents, vos amis qui nous téléphonent parce que vous pouvez gagner un beau certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Demain, le 14, ce sera l'anniversaire à Jean-Marc Rioux. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas de Montmagny. Bon anniversaire, Jean-Marc Rioux. Demain, 14 novembre. Ce sera l'anniversaire, le 14 novembre, à Benjamin de la Durantais. C'est de la part de grand-maman et grand-papa. Donc, bon anniversaire, Benjamin de la Durantais. Demain, samedi, 14 novembre. Toujours demain, samedi, ce sera l'anniversaire à Monique Moreau. Elle est de Saint-Nicolas. Elle peut nous regarder via le site Internet de CEMA TV. Donc, Monique Moreau, qui souligne son anniversaire, c'est de la part de votre belle-sœur Françoise. Bon anniversaire. Toujours demain, le 14 novembre, ce sera l'anniversaire à Pascal Gagné.
C'est de la part de son père Stéphane, Guylaine et son amie Denise. Donc, bon anniversaire, Pascal Gagné, qui soulignera son anniversaire demain, le 14 novembre. Et pour dimanche, on n'en a pas. Alors, si jamais c'est votre anniversaire dimanche, on vous souhaite une belle journée de fête. Voilà, c'est le temps de procéder au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, qui méritera ce certificat cadeau? Alors, tiens, c'est Jean-Charles Couillard. Ça tombe bien. Alors, bonne fête, M. Couillard. Ça vous donne un beau 25$. Hein? On le prend bien. Alors, 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on vous présente une chronique assurance, prévention. Alors, c'est à ne pas manquer, c'est toujours très intéressant. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et on reçoit Mme Julie Aymon, qui viendra particulièrement nous parler de ce qui se passe actuellement au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Donc, je vous invite à être des nôtres pour l'entrevue du jour dans la dernière portion de notre émission. Donc, voilà. Et pour la chronique avec Mathieu Labrec, on parlera de préparation pour la maison pour l'hiver. Donc, c'est très intéressant. Là. Je vous invite à passer une bonne émission à notre antenne. Bonne journée. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique Prévention Assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie de Mathieu Labrec, qui est directeur du service de la prévention chez Promutuelle Assurance. Mathieu, bonjour. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Mathieu, la dernière chronique, moi j'ai trouvé ça elles sont toujours très intéressantes, mais là on a parlé de prévention, tout ce qu'il faut faire pour préparer la maison pour l'hiver. Tout à fait. On a parlé, entre autres, de l'avertisseur qui parle. Là. Oui, mais oui. Que moi, je ne connaissais pas. Une belle surprise. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui ont dit, voyons donc, Louis sort, lui, comment ça, il n'est pas au courant de ça. Mais probablement que beaucoup de gens ont appris qu'il fait les trois, le monoxyde de carbone, il fait la fumée, et aussi, il parle parce qu'on disait que 78 des incendies qu'il y a eu, 78 des enfants ne se sont pas réveillés. Alors, c'est quand même important. Tout à fait. Alors, on va poursuivre parce qu'on avait passé beaucoup de temps sur ce point-là. On va parler aujourd'hui, on parle toujours de préparation de maison pour l'hiver, d'appareils de chauffage, poêle à bois et vos autres sources de chauffage. Parce qu'avant ça, on avait parlé des plaintes électriques, il faut les nettoyer. Effectivement. Et là, il y a d'autres sources de chauffage dans la maison. Effectivement. Donc, on peut penser justement au poêle à bois, les foyers à bois. Donc, c'est de s'assurer encore là, autant que pour les plaintes électriques, de s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement. Pour ça, on va les faire inspecter, entretenir, nettoyer. Des tâches qui peuvent être faites au printemps, mais des fois au printemps, on veut faire d'autres tâches, donc on retarde. Là, ce serait vraiment le grand temps de s'assurer qu'ils soient entretenus et nettoyés. Pareil pour le ramonage de la cheminée, s'assurer aussi que ça soit fait. Donc, ça ferait pas mal le tour pour nos appareils de chauffage. Là, on ne veut pas nécessairement s'étendre là, sur le sujet des appareils de chauffage. On en a parlé avec Guillaume et avec notre autre chroniqueur, Marc-Olivier. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Les gens comprennent l'importance maintenant aussi de bien nettoyer les tuyaux. Ramoner, c'est une chose, mais bien nettoyer les tuyaux à l'intérieur aussi, il ne faut pas les oublier. Là, tout à fait. Puis dans la région, le chauffage au bois est omniprésent. Donc, les gens, je pense qu'ils commencent à avoir une bonne connaissance aussi. C'est sûr qu'il faut rappeler certaines consignes, mais on a gagné. À force de rappeler le message, ça finit par le message par passer. Puisard, fosse de retenue et pompe submersible. Effectivement, ces différents dispositifs-là peuvent accumuler différents matériaux, de la terre, ces choses-là. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient vidés et nettoyés pour s'assurer qu'ils puissent fonctionner adéquatement aux besoins. On va faire de même pour la fosse de retenue qui est munie d'une pompe submersible qu'on va retrouver dans les habitations. Cette pompe-là, c'est de s'assurer, dans un premier temps, qu'elle soit collectée aussi,
Parce que bien souvent, on va arriver en inspection, notre pompe est décollectée, donc ne pourrait pas nécessairement fonctionner. Puis de la tester, à savoir est-ce qu'elle est capable encore d'accomplir sa fonction. Aussi, détecteur de fuite d'eau, peut-être moins populaire un petit peu. À la limite, ça pourrait être de songer à son installation. J'en ai justement un ici. Détecteur de fuite d'eau, tout simple, dispositif tout simple qu'on peut installer normalement près des sources d'eau. Ça pourrait être un chauffe-eau, par exemple, qui se situe à l'étage, qui n'est pas relié qui n'est pas dans un bassin, qui n'est pas relié dans un drain. Donc, s'il coule, l'eau, ça va descendre. Donc, ça va endommager. Les dommages vont être très importants. Puis, comme on sait que les dégâts par l'eau, c'est les sinistres en montant d'argent qui sont les plus importants, on essaye le plus possible là, de les sauver, de les gérer. Installer au sous-sol, par exemple, si on a justement une pompe submersible, on peut la mettre à côté de notre pompe. Notre pompe ne fait pas effet. Et comment ça s'installe? Ça va être simple. Simplement deux petites sondes qu'on a ici. Si les deux sondes sont dans l'eau, à ce moment-là, ça va envoyer un signal, si vous voulez, dans une petite boîte qui va être reliée électroniquement. Dans ce cas de cet appareil-là, ça va être relié à une tablette ou un cellulaire, à ce moment-là, qui va nous avertir qu'il y a une fuite d'eau. Puis, à une centrale d'alarme, même, qui pourrait nous aviser ou envoyer justement quelqu'un pour aviser qu'il y a une fuite d'eau. OK. Donc, ça, faut le visser près de... Près d'une source d'eau. On fait simplement le visser, par exemple, près du puits de la pompe submersible. On va le visser là. Ah, oui. Puis si jamais le contact, bref, s'il y a de l'eau, le contact va se faire entre les deux. C'est le petit contact qui se fait ici avec les petites prises. Tout à fait, c'est en plein ça. Et il y a un avertisseur pour... Ça va être relié justement, c'est ça, à cet avertisseur-là. Puis cet avertisseur-là, par exemple, dans mon cas, ça va être relié avec mon cellulaire. Donc s'il y a une fuite d'eau, je vais le savoir sur mon cellulaire, puis la centrale d'alarme va le savoir aussi. Un peu comme les avertisseurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être relié directement aussi à un cellulaire puis une centrale d'alarme. Donc, pour des gens qui ont un chalet ou une résidence secondaire, ou peu importe, qui sont moins là, qui ne sont pas toujours là, ça pourrait être un bel outil. Effectivement. Pour bien gérer notre risque, ça pourrait être un très bon outil. Ça coûte combien? Bonne question. Oui. Bonne question. J'avais un forfait, moi, qui incluait toutes sortes de dispositifs. Je ne pourrais pas vous dire. Mais quand même, chez Canadian Tire ou dans les quincailleries de la place? C'était vraiment plus spécialisé dans mon cas. OK. Donc, peut-être qu'il y en a. Je te reposerai la question à un moment donné. Tout à fait. Je vais reprendre des notes. Mais c'est vraiment, là, parce que ça peut être connecté au cellulaire ou une tablette ou un ordinateur. Là. Alors, effectivement. Imaginez-vous pour les gens qui avaient des résidences secondaires. Une belle petite invention. Oui, effectivement. On essaie de rester à l'affût le plus possible, justement, de ces dispositifs-là pour en faire, justement, profiter nos membres, profiter les propriétaires. Ça complète pour les puiseurs fosses de retenue et pompes submersibles? Oui. Les arbres? Les arbres. L'hiver avec le vent, la tempête? Les vents, les tempêtes, le verglas, le cher verglas. Donc, on parle des arbres, des branches qui seraient très près de la maison, très près d'un garage, d'une dépendance. À ce moment-là, ça serait de les faire élaguer, s'assurer justement que si jamais il y a une chute d'une branche, ça n'abîme pas notre voiture, notre cabanon, notre dépendance ou notre garage. Fait que simplement de s'assurer, est-ce que j'ai des branches qui pourraient tomber sur mes biens, simplement. Mobilier et barbecue. Encore là, c'est de s'assurer de les ranger au bon endroit. Pour des raisons de sécurité aussi, pour les barbecues, ne pas ranger les bonbonnes de propane à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur de notre résidence. Premièrement, il pourrait y avoir une fuite de notre contenant, de notre bonbonne. Deuxièmement, dans le cas d'un incendie, propane inflammable, donc pourrait alimenter mon incendie. En plus, il y a un risque d'explosion. Risque d'explosion, les pompiers, en fin de compte, qui ont à intervenir. Normalement, on ne s'attend pas à avoir une bonbonne de propane dans une maison. Fait que c'est pourquoi on ne doit pas les stocker à l'intérieur. Gouttière. Gouttière, premièrement, ça va être de s'assurer de les nettoyer. Nettoyer, bien souvent, ça va être des feuilles d'herbe qui vont être à l'intérieur, dans le but d'empêcher un blocage. Blocage qui, l'hiver, pourrait justement... dans les fontes, s'il y a du verglas, de la pluie, nos gouttières pourraient justement être pleines, pas être capables d'évacuer l'eau. Il pourrait se former de la glace en bordure de toit, pourrait endommager nos gouttières, puis même favoriser l'infiltration d'eau au niveau du toit.
Aussi, un petit rappel que les descentes pluviales, ce qui va après notre gouttière, de les éloigner des fondations de notre maison, encore là pour limiter le risque d'infiltration d'eau dans notre fondation. Puis, de ne pas les relier directement au drain français. Encore là pour les mêmes raisons, de ne pas favoriser l'infiltration d'eau à l'intérieur des fondations. Murs extérieurs. Murs extérieurs et fondations. Donc, encore là, on jette un coup d'œil à ces items-là. Murs extérieurs, murs de briques extérieurs. Par exemple, ça pourrait être de regarder s'il y a des fissures, un peu comme la fondation. Fissures qui risquent de s'agrandir avec le temps. Gel, dégel. Bon, on sait quand l'eau gèle prend plus d'espace, donc va gonfler, pourrait augmenter nos fissures. Donc, ce qu'on conseille, c'est de les surveiller, de les faire réparer. Peut-être qu'à ce moment-ci, c'est plus difficile de les réparer. Ça serait de se renseigner en un professionnel. Puis, à la limite, ça sera de justement nous préparer pour les rénovations du printemps. Maintenant, on est rendu à extracteur d'air. Extracteur d'air, encore là, c'est de vérifier nos grillages d'extracteur d'air, puis de notre hotte de cuisine, ventilateur de salle de bain, pour s'assurer justement qu'ils soient étanches. Il y a des petites portes, en fin de compte, s'assurer que nos portes, nos petits soient bien fermés, étanches, parce que, bon, les rongeurs, l'hiver, vont vouloir avoir de la chaleur, puis ils pourraient s'infiltrer dans notre maison, puis c'est pas quelque chose qu'on désire avoir dans notre maison. Donc, s'assurer qu'ils ferment de façon hermétique, encore là, qu'il n'y ait pas de dommages, que les scellants autour soient bien en place aussi. Maintenant, on est rendu au toit. L'état de notre toiture, s'assurer, bon, de remplacer les bardeaux qui pourraient être désuets ou qui pourraient être arrachés partiellement. Toit plat, c'est vraiment de s'assurer que notre orifice, notre drain ne soit pas bouché encore là, soit par des feuilles ou d'autres éléments. S'assurer en fin de compte aussi que nos bordures de toit soient aussi présentes puis en bon état, ou encore là, ne pas favoriser les infiltrations d'eau. Conduite d'eau. Conduite d'eau, on est vraiment avec nos valves extérieures. S'assurer de les fermer. S'assurer aussi de fermer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour s'assurer justement, puis une fois que c'est fermé à l'intérieur, de purger notre eau qui est à l'intérieur, pour s'assurer qu'il n'arrive pas comme sur ce tuyau-là. Donc ici, on peut voir là, vraiment, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, que notre tuyau est fissuré. Un autre exemple, sur celui-là, peut-être un petit peu plus apparent, où est-ce qu'on voit vraiment que c'est gonflé. Puis il y a eu une fissure, là, vraiment... ça a travaillé. Ça a travaillé. Là-dessus... juste pour être certain, Mathieu, là, on le ferme de l'intérieur et on l'ouvre de l'extérieur ou on le referme de l'extérieur? On l'ouvre de l'extérieur. Je me suis peut-être trompé. Et on le laisse... Non, c'est correct. OK. Je veux juste être certain que les gens comprennent bien. Quand on ferme tout ça, on ferme de l'intérieur, on l'ouvre de l'extérieur et on le laisse ouvert pour l'hiver. Effectivement, c'est ça. Il ne s'agit pas juste de le fermer. Il faut vraiment drainer. Si on veut s'assurer que ça soit bien drainé, effectivement, c'est en ouvrant notre robinet extérieur. Donc, on le laisse ouvert pour l'hiver de l'extérieur. Effectivement, on peut le laisser ouvert l'hiver pour l'extérieur. OK. Je voulais juste être certain parce que moi, j'ai vécu ça en fin de semaine. Là, je me demandais, bon, là, je l'ai nettoyé, je l'ai vidé. Est-ce que je dois le laisser ouvert de l'extérieur ou fermé? Là, je savais qu'il fallait que je ferme ma valve de l'intérieur. Effectivement. Mais je ne savais pas si de l'extérieur, il fallait que je le ferme ou le laisser ouvert. Oui, effectivement. On peut se poser la question, mais je vous dirais, le but, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau pour justement éviter qu'il y ait du gel puis qu'on se ramasse avec une... OK. C'est s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il soit ouvert, qu'il soit fermé, ça change rien. Je vous dirais rapidement, effectivement. OK. C'est important parce que vous allez avoir des problèmes que ça va geler puis vous allez être obligé de changer votre tuyau au printemps. Une petite statistique justement par rapport à ça des experts en ingénierie. L'augmentation volumique de l'eau, donc l'augmentation, la place que l'eau va prendre dans notre tuyauterie va être de 9 % supplémentaire. Donc, si notre tuyau est plein à 100 %, quand on donne notre 110 %, il faut rajouter 10 % dans un tuyau qui est fermé étanche. Donc, le tuyau n'est pas capable, justement, de prendre cette force-là. Donc, il va percer, il va fissurer, bien souvent, où est-ce qu'il pourra avoir une faiblesse. Là. Donc... c'est important de... Tout à fait. OK. Maintenant, entrée et abri d'auto. Tout à fait. Donc, les entrées, bien souvent, l'asphalte, on va dire de combler les fissures, encore là, de l'entretien, pour s'assurer, justement, que
période de gel, on vient d'en parler, ça va prendre l'expansion, donc pourrait aggraver nos fissures. Abri d'auto, s'assurer qu'il soit bien fixé, que nos ancrages soient vraiment très bien fixés pour justement éviter que ça devienne un projectile ou que ça endommage notre véhicule. Un gros ballon, en dessous. Effectivement. Un gros ballon, on en voit à l'occasion, fait que c'est vraiment de s'assurer que nos ancrages sont très solides. Caniveau? Au niveau de nos seaux, c'est nos caniveaux, nos fosses de retenue, s'assurer encore là qu'ils soient bien dégagés, bien nettoyés pour favoriser l'évacuation de l'eau qui va être adéquate. Parce qu'on sait que justement, à fond des neiges, importante quantité d'eau. Donc, ce qu'on veut, c'est justement que tous nos systèmes fonctionnent adéquatement. Margelle. Au niveau des margelles, encore là, c'est vraiment de s'assurer qu'ils soient propres puis bien drainés. Encore là, le même principe, margelle, notre fondation, pour ne pas favoriser justement l'infiltration d'eau à l'intérieur de notre fondation. Génératrice? Génératrice, pour ceux qui auraient des génératrices, par exemple, pour les pannes de courant, de la tester, en fin de compte. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'on a de l'essence, justement, aussi pour la faire fonctionner? Point important, génératrice, bien souvent, tempête, panne de courant, vent important. On ne veut pas nécessairement aller porter la génératrice trop loin pour nous donner un coup de main. Un des risques les plus importants, encore là, monoxyde de carbone. S'assurer que notre génératrice est assez loin pour que les gaz puissent s'évacuer correctement, pour pas que les gaz, le CO, s'infiltrent dans notre domicile. Donc, c'est un risque qui est quand même important. Puis, il y a aussi certaines parties de la génératrice qui vont devenir très chaudes. Donc, encore là, c'est de s'assurer qu'ils ne soient pas près de matériaux inflammables. Et rapidement, équipement et souffleuse, c'est à peu près le même problème aussi? Effectivement, équipement et souffleuse, c'est de s'assurer que nos équipements, notre souffleuse fonctionnent bien. L'essence aussi, nos pelles, bref, tous nos outils pour l'hiver. Provision de sel, sable abrasif, mais souvent on a un verglas peut-être un peu hâtif. On a attendu, bien là, c'est tout le monde en même temps qui vont dans les quincailleries. Donc, ça ne fait pas de mal d'en avoir quelques sacs de prêt pour l'utilisation. Est-ce que c'est disponible, toutes ces informations-là? Effectivement, on a, sous forme d'aide-mémoire, vraiment qui vont traiter pratiquement tous les points qui sont là, sous forme peut-être là, de cases à cocher. Donc, on peut les prendre un par un puis s'assurer justement que tout est fait. Les a tous, effectivement. Les a tous effectués. Tout à fait. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci. Mathieu Labrec, qui est directeur du service de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Saint-Pamphile, bien sûr, 248-7940 pour de judicieux conseils, puis encore peut-être même une visite si vous voulez avoir de l'information supplémentaire. Merci beaucoup, Mathieu. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines avec notre chronique Prévention Assurance. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, notre nouvelle positive de ce vendredi 13, la Société de développement de Montmagny qui sondera de nouveau la population. Toujours soucieuse de connaître l'opinion des consommateurs de Montmagny, de la région, afin d'ajuster l'offre commerciale sur son territoire, la Société de développement économique de Montmagny cède la parole à la population dans le cadre de son 3e grand sondage
qui se déroule depuis le 9 novembre et ce, jusqu'au 11 décembre prochain. L'objectif principal est de pouvoir comparer les résultats avec ceux amassés lors des 2 premières consultations tenues en 2018 et 2019. Preuve qu'il est important de faire entendre sa voix, les premières consultations ont permis aux consommateurs de manifester le désir de pouvoir à nouveau compter sur une boutique spécialisée en articles de cuisine, sur un commerce d'aliments en vrac et sur une sélection de vêtements de grande taille. L'inauguration de Cuisine et compagnie sur la rue Saint-Jean-Baptiste, l'arrivée surprise de Buck Barn et même s'il reste du travail à faire, l'apparition de vêtements de grande taille dans certaines boutiques constitue la preuve indiscutable que les consommateurs gagnent à faire connaître leur opinion et que les commerçants sont à l'écoute de leurs besoins. Afin de remercier les consommateurs de prendre quelques minutes de leur temps pour faire connaître leur opinion, la SDE de Montmagny fera tirer au hasard, parmi tous les répondants, 2 chèques cadeaux Montmagny d'une valeur de 100 $ chacun, échangeables dans tous les commerces de Montmagny, excepté la SAQ. Puisque les tirages auront lieu les 27 novembre et 11 décembre prochains, plus tôt le sondage sera rempli, meilleures seront les chances de remporter un prix à quelques jours de Noël. Par ailleurs, un 3e chèque cadeau Montmagny de 50 $ sera offert au hasard parmi tous les participants. Ces participants sont aussi appelés à identifier leur boutique chouchou. Rappelons que ce 3e grand sondage est accessible au sdemontmagny.com et peut être complété en ligne. Donc, la Société de développement économique de Montmagny qui sondera de nouveau ou qui sonde la population et ce jusqu'au 11 décembre prochain. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 9 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Carignan, époux de feu Dame Barbara Warwick et conjoint de feu Dame Janine Mercier. Il était le fils de feu Dame Fabiola Barry et de feu M. Paul Carignan. Il demeurait à Montmagny. Il n'y aura pas de rencontre au salon ni de cérémonie. Ses cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Des remerciements sont adressés à tout le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 5 octobre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Françoise Kirouac, fille de feu M. Henri Kirouac et de feu Dame Étiennette Jonca. Elle demeurait à Montmagny. Compte tenu des circonstances, un hommage aura lieu dans l'intimité au complexe funéraire Laurent Normand. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. On parle beaucoup depuis quelques jours de la situation au CHSLD de Cap-Saint-Ignace et nous avons fait des recherches cette semaine pour pouvoir parler de cette situation-là avec des gens compétents pour nous donner les bonnes informations. Et ce matin, je reçois Mme Julie Aymon, qui est directrice du programme au soutien à l'autonomie des personnes âgées pour le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches. Mme Aymon, bonjour. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là ce matin parce que c'est très apprécié qu'on puisse donner enfin l'information pour la situation qui prévaut actuellement à Cap-Saint-Ignace au CHSLD. D'abord, expliquez-moi, Mme Aymon, directrice du programme au soutien à l'autonomie des personnes âgées. C'est long comme titre. Oui. Et ça veut dire quoi, votre titre? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Bien, dans le fond, je suis responsable de l'ensemble des services qui est offert pour soutenir l'autonomie, ça le dit, de nos personnes âgées dans le territoire de Montmagny, Lillet et Bellechasse. Donc, on parle des services de soutien à domicile, les services qu'on donne pour maintenir les gens à domicile. On parle des services aussi d'hébergement, comme il est le cas au CHSLD. Donc, on a sur le grand territoire, bien, sur Montmagny-Lillet, c'est 6 CHSLD. Tout ce qui est nos ressources intermédiaires, ressources de type familial, tous les projets pour offrir des services aux personnes âgées qui commencent à avoir des pertes d'autonomie et qui peuvent être un début jusqu'à une perte d'autonomie importante. Okay. On en a aussi à l'hôpital. On a des services aussi en milieu hospitalier de réadaptation, entre autres. Pour parler peut-être encore plus de votre travail avant qu'on parle du CHSLD, on travaille fort à ce que les gens puissent rester le plus longtemps à la maison. Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est bien comme ça qu'on veut que les gens, le plus longtemps possible, puissent rester à la maison? Et tranquillement, en perte d'autonomie, on va procéder peut-être à des placements dans des endroits comme les CHSLD. Mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on travaille là-dessus pour garder le plus possible les gens à la maison? Bien, je vous dirais oui, c'est vraiment notre objectif. On a de plus en plus, entre autres, de soins palliatifs à domicile, de mourir à domicile, puis quand c'est le souhait des gens. Puis je pense que dans la région, ça se passe très bien de ce côté-là. On a eu encore de nouveaux budgets de développement cette année. Oui, il y a toujours de l'amélioration à faire. Je ne vous cache pas, pour augmenter nos services, pour que les gens, effectivement, puissent recevoir plus d'aide de notre part. Fait qu'on est aussi en développement à préparer nos ajouts de services parce qu'on a eu aussi un nouveau budget là, cette année pour continuer. Fait que ça fait quelques années qu'on en reçoit à chaque année pour améliorer. Fait qu'il reste de l'amélioration à faire qu'on continue à faire. Bien, c'est ça, mais la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez assez d'argent pour... la façon que je vous entends, est-ce que ces argents-là sont suffisants pour pouvoir garder le plus possible les gens à la maison? Bien, je vous dirais que cette année, on a eu quand même une bonne somme. On est en train justement d'organiser les ajouts de services. Je pense qu'à chaque fois, on vérifie aussi comment on évalue, qu'est-ce que ça a donné, ce qu'on a mis en place, on se réajuste aux besoins. Fait que je pense que de l'amélioration, puis en tout cas, on va voir après cette année si les objectifs qu'on va avoir atteints, là, mais je pense qu'on s'améliore quand même là, d'une année à l'autre. Quand vous parlez des objectifs, est-ce que vous les avez atteints? Est-ce que vous êtes en train de les atteindre? Est-ce que vous êtes satisfait actuellement de la situation pour garder le plus le monde le plus possible à la maison? L'an passé, on voulait, entre autres, augmenter le nombre de personnes à qui on donnait des services, puis on l'a atteint. Effectivement, on a réussi à augmenter de façon substantielle là, les gens qui recevaient des services de soutien à domicile. Puis là, ce qu'on veut, effectivement, des fois, c'est augmenter la plage de temps, le nombre d'heures. Là. Fait qu'on est là-dessus aussi à vouloir augmenter le nombre d'heures de services qu'on est capable de donner pour soutenir ces gens-là. Mais c'est un ensemble de services. Il y a aussi des services de répit qu'on travaille avec des partenaires, des organismes communautaires qui contribuent avec nous à l'offre de services. Donc, on travaille des fois des ententes avec eux pour qu'ils puissent donner certains services qui vont aussi soutenir les gens qui sont à domicile. Là. La semaine passée, c'était la semaine des proches aidants. Alors, les proches aidants aussi qui contribuent à garder nos personnes âgées le plus possible à la maison. Oui. Maintenant, on parle de CHSLD. Quand on parle d'autonomie et de perte lente d'autonomie, on ne tombe pas non autonome du jour au lendemain. En tout cas, dans la majorité des cas, à moins de tomber. C'est quoi comment vous procédez? Est-ce qu'on n'arrive pas tout de suite au CHSLD? Non. Là?
Non. Non, puis ça dépend d'un ensemble de facteurs. Oui, ça dépend de la personne elle-même, de sa perte d'autonomie, de son état de santé, mais ça dépend de son réseau, qui est auprès d'elle. Est-ce qu'elle est seule à la maison? Est-ce qu'elle habite avec un conjoint, avec une famille? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir l'aider? Est-ce qu'on a des organismes prêts qui peuvent venir donner un coup de main? Fait que c'est un ensemble de facteurs. Donc, on ne peut pas prendre une situation puis faire un copier-coller à côté. C'est vraiment une évaluation individuelle. Chaque personne a ses besoins très particuliers. Puis vraiment, elle, son réseau personnel, mais son réseau communautaire aussi, dépendamment si on habite Montmagny, très près des services, si on habite en région, des fois, ça peut aussi avoir des impacts différents. Fait qu'on va attacher une offre de services en fonction des besoins très spécifiques de la personne. Est-ce que la pandémie a créé une certaine crainte par rapport aux personnes âgées qui sont à la maison? Est-ce que pour eux autres, d'être à la maison, est-ce qu'il y avait une crainte de pouvoir pas avoir des soins nécessaires? Est-ce que vous avez décelé ça dans votre... Bien, je vous dirais que là, on est en nette amélioration par rapport à la première vague. Hein. La première vague, il y a eu beaucoup d'arrêts de services. Là, on est dans le maintien de plusieurs services. On est plus à évaluer, à diminuer le nombre de personnes qui vont aller dans le même domicile, mais de maintenir des services. Fait que ça, je pense que nos personnes âgées étaient beaucoup plus isolées à la première vague, même par rapport aux familles. Hein, les consignes ministérielles dans la population faisaient en sorte qu'il y en a qu'on voyait moins, même dans nos familles respectives. Là, bien, ils ont maintenu quand même les personnes seules, un visiteur qui est autorisé. Puis nos services n'ont pas arrêté complètement dans la première vague pour les gens vulnérables non plus, je vous rassure, mais c'est encore plus large là, dans la deuxième notre capacité d'y aller. Donc, on demande aux équipes plutôt de regarder entre eux qui sera en domicile, qui, des fois, peut faire des interventions au téléphone en sachant qu'il y a quelqu'un d'autre qui sera en domicile, de se coordonner entre eux. Est-ce que vous contrôlez mieux la deuxième vague ou est-ce que c'est mieux, c'est pire? Bien, je vous dirais que dans notre région, la première vague, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Hein. Ça allait très, très bien. On n'avait aucun centre d'hébergement sur les 29 de la région qui avait eu même un résident positif. On était en préparation tout l'été aussi, tout le début de l'automne sur la deuxième vague. Je pense que le défi, c'est vraiment qu'on se prépare, mais il y a plusieurs scénarios possibles. Fait que je pense que quand le scénario arrive, il y a toujours une partie qu'on doit gérer là, sur le moment. Maintenant, il faut en parler, c'est le CHSLD de Cap-Saint-Ignace, parce que c'est sur toutes les lèvres dans notre région. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, au mois de mars, parce qu'on parle beaucoup de deuxième vague, là, au mois de mars, la première vague, tout était beau. On n'a pas entendu parler de nos CHSLD. C'était beaucoup plus vers l'ouest. Oui. On a entendu parler récemment du CHSLD de Saint-Perpétue. On n'en entend plus parler. Donc, il faut croire que ça s'est amélioré. Oui. Mais du côté de Cap-Saint-Ignace, on est inquiet. Est-ce qu'on aurait des raisons d'être inquiet? Bien, je vous dirais, je vous rassure, nous, à tous les jours, depuis le début de l'éclosion, notre préoccupation, c'est de s'assurer que les résidents ont les soins. Les équipes de soins qui sont là, c'est leur priorité. Ils rentrent au travail pour bien s'occuper des personnes âgées. Et on s'est assuré de remplacer nos employés qui devaient quitter aussi. Ça a demandé de l'adaptation, beaucoup. Aux équipes, parce que, comme je vous expliquais, c'est arrivé rapidement au Cap-Saint-Ignace. Je pense, vous disiez, la première vague, il n'y avait rien. Bien, la première vague, la contamination dans la population, elle n'était pas là non plus. Là, elle est présente. Les chiffres le disent aussi. Donc, c'était plus probable qu'il y ait une contamination. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on dépiste nos employés à toutes les 2 semaines, voire même, ils réajustent le ministère en nous remettant des fois aux semaines. Puis là, présentement, au Cap-Saint-Ignace, on dépiste nos employés à tous les jours. Donc, le but, c'est de s'assurer, s'il y a quelqu'un qui devient positif, rapidement, on est en mesure de le retirer pour éviter qu'il y ait une contamination possible. Fait que ces ajustements-là se font selon l'évolution de la situation, je dirais au jour le jour ou aux 2-3 jours. Mais vous dépistez à tous les jours, mais comme ça prend un certain temps avant de connaître le résultat, est-ce que vous êtes capable d'obtenir le résultat rapidement sur le dépistage des employés? Ça va quand même assez rapidement. Oui. C'est pas 15 minutes non plus, là. C'est à peu près 24 heures, je vous dirais, mais c'est rapide, là. C'est sûr que si on a un début de maladie, souvent, ils n'ont pas le temps d'être contagieux nécessairement dans cette période-là. Parce que je pense
le défi de ce qui est arrivé au Cap-Saint-Ignace, c'est probablement justement des gens asymptomatiques, qu'on dit, des gens qui n'avaient pas de symptômes, mais qui étaient possiblement dans une période contagieuse quand même. Donc, parce que nous, là, à l'entrée, on a une vigie des symptômes qu'on appelle, on demande à nos employés à chaque fois qu'ils rentrent au travail, est-ce que vous avez la liste de symptômes que vous vous faites poser quand vous allez à la pharmacie, à l'épicerie ou autre. Donc, on revalide ça avec nos employés, puis maintenant, on fait même une prise de température pour être sûr que si on a un symptôme, on les retire tout de suite. On leur demande de retourner, puis même s'ils ne sont pas sûrs à la maison, ils vont appeler. On a une ligne pour les employés pour vérifier ça. Puis c'est notre moyen, effectivement, d'éviter là, que les gens puissent être contagieux. Mais il y a toujours une petite possibilité, des fois, qu'ils soient sans symptômes puis qu'il y ait une petite période de contagiosité. Fait que c'est une des hypothèses, probablement, qu'on a eu une période comme ça où, quand on a commencé à avoir des résultats, bien, il y en avait probablement plus qui avaient la maladie, mais qu'on ne le savait pas. Parce qu'il y a une période d'incubation, hein, c'est 14 jours pendant la période où on a pu l'avoir puis que les symptômes commencent. Là. C'est pour ça qu'on est isolé 14 jours à la maison quand on est en contact à risque. C'est la période pendant laquelle ça se peut que les symptômes arrivent. C'est une des hypothèses, mais il y en a plusieurs. On a un comité d'experts qui suit la situation, qui vérifie toutes sortes d'éléments, puis c'est ce qu'ils nous disent, c'est impossible de vous dire clairement la raison, c'est celle-ci. On explore toutes sortes d'hypothèses. C'est pas de chercher des coupables non plus. Est-ce qu'on a trop retardé à dépister les employés parce qu'on n'a pas vu ou on n'a pas senti le virus ou qu'on n'a pas senti cette éclosion-là? Bien, je vous dirais, c'est vraiment invisible au début, là, dans cette situation-là. C'est pas aussitôt qu'on a eu des symptômes... la journée qu'il y a eu des symptômes, on a dépisté, on avait 2 employés, 2 résidents, puis on les a dépistés le jour même, les résultats sont rentrés le lendemain. Puis là, les gens souvent sont positifs, puis là, on décide de dépister encore tous les résidents dans ce temps-là, tous les employés. Mais comme je vous dis, on le fait aux semaines, mais encore là, c'est un dépistage qui est volontaire aussi. Fait que ça aussi, on encourage fortement nos employés, mais plus les gens en voient un peu autour, plus le dépistage se fait aussi de ce côté-là. On a parlé des employés. Moi, j'aimerais ça qu'on parle maintenant des résidents. Oui. Comment ça se vit? Et les actions qu'on prend actuellement là, pour pouvoir... Il y a la Croix-Rouge, entre autres, qui est là depuis quelques jours. Là. Oui. Donc, on va faire une pause. Je vais vous laisser prendre votre souffle. Oui, merci. Et on revient avec Mme Julie Aymon, qui est directrice du programme au soutien à l'autonomie des personnes âgées. Donc, restez avec nous. On revient après la pause. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie Microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CEMA TV. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, notre invitée, Mme Julie Aymon, je vous rappelle son titre, directrice du programme au soutien à l'autonomie des personnes âgées. On parle, entre autres, du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, et je sais, et je le mentionne à tous les matins, on est regardé, les gens nous regardent au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans les autres CHSLD. Vous disiez, juste pendant la pause, il y en a 6 dans la région. Oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment les gens à l'intérieur vivent ça, les personnes âgées du CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Comment ils vivent cette situation-là actuellement? Bien, je vous dirais que ce qui a été peut-être plus difficile pour eux, c'est qu'on doit quand même au début faire ce qu'on appelle un isolement à la chambre, hein, pour les protéger, pour être sûr de ne pas les contaminer. Les gens sont dans leur chambre, puis on doit, nous, les employés, s'habiller, se déshabiller avec les protections là, pour bien les protéger. Donc, nous, ce qu'on demande à nos employés, c'est qu'effectivement, prendre tous les moments avec eux pour aller les faire bouger un peu dans leur chambre, aller leur parler. Comme je vous dis, les gens sont très humains, sont préoccupés de bien s'occuper d'eux. On a un médecin aussi qui, maintenant, habituellement, les médecins en centre d'hébergement, c'est un milieu de vie, ils ne sont pas là à tous les jours. C'est pas comme un hôpital hein, où on fait des tournées, puis on passe à tous les jours. Mais présentement, notre médecin passe à tous les jours, va s'assurer de voir nos résidents au Cap-Saint-Ignace, vérifie comment ils vont, puis il travaille de près là, avec l'équipe clinique, l'équipe d'infirmières, l'équipe de préposés qui est sur place. Là. Est-ce qu'il n'y a pas de visite, il n'y a pas de proche aidant? Oui, c'est encore possible d'avoir un proche aidant. Même dans la situation actuelle? Oui, effectivement, ça, c'est encore possible. C'est sûr que pas tout le monde est à l'aise d'y aller, puis on comprend ça aussi. Mais les gens qui souhaitent y aller, dans le fond, c'est sûr qu'on a une personne à la porte, un gardien. On s'assure, nous, que ça se fait de façon sécuritaire. Donc, on va s'assurer de leur bien mettre les équipements de protection. Donc, ils doivent porter un masque, ils doivent porter des lunettes de protection également. Ils vont être accompagnés à la chambre. On s'assure qu'ils se lavent les mains aussi régulièrement. Puis après, bien, ils vont être avec leurs proches à la chambre. C'est sûr qu'on leur demande effectivement de garder leur protection, leur équipement de protection. Mais c'est possible. Pour certains, ils vont le faire. Pour d'autres, bien, ils préfèrent peut-être avoir d'autres types de contacts. Fait que c'est sûr qu'on a priorisé nos gens qui l'état de santé change. Hein, parce que ceux qui ont la maladie, certaines journées, ça se peut que ça aille moins bien. On fait de la fièvre. Fait que ça, soit le médecin, soit l'infirmière, souvent, vont donner des nouvelles, comment ça se passe. Des fois, les familles appellent aussi au centre. Donc, on répond à ces appels-là. Et on met en place, on le faisait là, depuis le début de la COVID, on a des tablettes pour pouvoir utiliser le Zoom, qui est une des applications qu'on utilise. Là, ça aurait pu être une autre pour appeler les familles. Fait que des fois, là, ça permet à une famille plus élargie, hein, ça peut être les petits-enfants, les enfants. De pouvoir se voir. De pouvoir se voir, de pouvoir parler. Fait que ça, on va avoir des gens, puis des fois, nos personnes âgées ne sont pas tous capables de la tenir puis comprendre. Fait que la personne, l'employé va rester là, pour faire le contact, là, pour qu'il puisse leur parler aussi, puis être en contact avec eux. On sait que depuis quelques jours, la Croix-Rouge est entrée à l'intérieur du CHSLD. Oui. C'est quoi, pourquoi on a fait appel à la Croix-Rouge? Bien, premièrement, on a eu une offre de la Croix-Rouge. C'est une offre qui nous a été faite de venir nous aider. Puis la Croix-Rouge n'est pas venue prendre en charge. Ils sont venus vraiment, ces 2 personnes qui viennent, ce qu'on appelle la vigie de la prévention, de contrôle des infections. Donc, ils viennent avoir un regard nouveau sur tout ce qu'on a mis en place dans le centre pour assurer la protection, le contrôle de l'infection. Hein. Ce qu'on veut, c'est freiner cette éclosion-là. Elle diminue graduellement, on peut le voir, mais c'est un regard externe, un nouveau. Fait que nous, avec une offre, on a dit oui là, à tout le monde qui peut venir nous aider, apporter un nouveau regard sur la situation. On va prendre des nouvelles recommandations. Et la Croix-Rouge a fait d'autres centres dans la province, fait qu'ils commencent aussi à avoir une expérience, des compétences aussi, à en voir plusieurs différents un peu partout. Est-ce qu'on a le personnel suffisant en place pour vivre cette éclosion-là actuellement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de cas actifs. Là. Oui. Est-ce que présentement, il y a assez de monde pour aider les gens qui sont à l'intérieur du CHSLD de Cap-Saint-Ignace? Bien, c'est ça. Notre défi, là, ça a été vraiment... la manière que ça fonctionne, c'est quand on fait les dépistages, à chaque jour ou aux 2 jours, on reçoit des résultats. Si c'est un employé qui est positif, on va le retirer immédiatement du travail. Fait que c'est sûr, dans la période où il est en train de travailler, puis on lui dit, là, tu quittes, tu t'en vas chez toi. C'est sûr que pour les équipes, ça demande toujours des ajustements. Là. Nous, oui, on va aller ajouter du personnel, mais il y a une période de temps, effectivement, où l'équipe...
doit être capable de donner les services, se réorganiser. Fait que notre gestionnaire est présente avec eux aussi. Puis là, on s'assure, là, aussitôt qu'on peut avoir des gens de plus, on les garde. Je ne vous cache pas qu'on ne retourne pas du monde en se disant, d'habitude, je vais vous donner un exemple, mais je ne suis pas sûre que j'ai les bons chiffres, mais mettons que j'ai 4 préposés pour une EL, bien, même si j'en ai 5 aujourd'hui, on va le garder pour s'assurer qu'on est capable de donner de plus de services. Puis si on peut aller passer un petit peu plus de temps encore avec nos personnes, les faire marcher un petit peu plus, c'est ça qu'on fait là, dans les jours qu'on vit présentement, là. Il y a eu une petite éclosion qui s'est vite rétablie à Sainte-Perpétue. Oui. Il y a 6 CHSLD, comme vous mentionniez tout à l'heure, dans la région. Est-ce que les gens sont inquiets dans les autres CHSLD? Est-ce qu'on a le contrôle par rapport aux autres CHSLD? Bien, je vous dirais, juste avant, justement, je disais, ça fonctionne bien, ce qu'on fait, parce que ce qu'on dépiste, c'est parfois un employé qui va être positif. Puis comme je vous dis, il y a des contacts dans la communauté, il y a des enfants qui vont à l'école. Fait que le fait de dépister, de le trouver, de le retirer, après, on faisait les dépistages des résidents. Puis dans tous nos autres centres, on n'en avait pas. On en a eu une fois à Sainte-Perpétue, en résident. Fait que dans le fond, ça fonctionne bien. La majorité du temps, cette procédure-là, où on va faire les dépistages puis on retire assez rapidement pour pas qu'il y ait eu de contamination. Puis le but, c'est ça, c'est que nos employés ont des pratiques avec le port du masque, avec l'hygiène des mains, qui fait en sorte que même si on a quelqu'un de positif, dans la majorité des cas, on n'aura pas d'impact sur le centre. Fait que oui, pour la majorité, là, ça se passe très bien. C'était le cas, moi... J'ai aussi le secteur de Bellechasse, puis sur 10 avec le secteur de Bellechasse, j'en avais eu 6 qui avaient eu une situation, puis on n'avait pas eu nécessairement de résidents qui ont eu la maladie. Vous n'avez pas de boule de cristal, je comprends très bien, mais est-ce qu'on a atteint le maximum par rapport à l'éclosion de Cap-Saint-Ignace? Est-ce que on s'en va dans la bonne direction? Bien, est-ce que vous êtes confiant? Oui. Oui, puis hier, j'étais avec le médecin, le Dr Brochu, également, puis on avait la même lecture, ça diminue vraiment. Hier, avant-hier, on n'avait eu aucun nouveau cas. Hier, on en a un. Ça diminue vraiment beaucoup. Nos employés, on commence à avoir des employés qui sont rétablis, qui reviennent au travail, qui sont connus, qui connaissent le centre, qui connaissent les résidents. Ça fait du bien aussi à l'équipe de revoir. On en avait gardé, là, aussi, qu'ils ne l'avaient pas eu, mais on a de plus en plus de nos employés réguliers qui reviennent. C'est bien. Puis on a des résidents qui guérissent aussi de la maladie. Ça aussi, ça fait du bien. On en a pas mal à tous les jours, des nouveaux qui s'ajoutent, qui ont passé à travers, puis qui vont aller de mieux en mieux, là. J'ai une dernière question avant de terminer. Montmagny-Lillet, le premier ministre l'a mentionné cette semaine, on est une région qui a été, alors qu'on a été épargné en mars, avril, mai, et là, qu'est-ce qui fait qu'une région, parce qu'on a quand même beaucoup de cas actuellement chez nous, qu'est-ce qui fait qu'une région a plus de cas là qu'on en avait au printemps? Est-ce que c'est des gens qui viennent nous visiter, qui sont dans une zone rouge? C'est quoi le phénomène qui fait qu'on a autant de cas alors qu'on n'en avait pas ce printemps? Ça, c'est vraiment difficile pour moi de vous répondre à ça. Je vous dirais que c'est la santé publique, La santé publique pourrait vous le dire. Je me permettais de vous la poser. Oui, ça serait difficile. C'est vraiment la santé publique qui pourrait répondre un petit peu plus à ça. Mais on parle beaucoup de contacts. Mais là, lequel, les contacts, ça, je ne suis pas capable là, de répondre à cette question-là. Mais vous avez très bien répondu à nos questions, madame. Je vous remercie d'avoir été avec nous parce que les gens se posent, et c'est le sujet de conversation, est-ce que ça va finir par diminuer? Parce que c'est 8 décès actuellement. Oui. D'ailleurs, on avait 7 dans notre bulletin de nouvelles. Ce sont des chiffres qui nous proviennent du 6. Oui. Mais vous nous confirmez ce matin que c'est 8 décès. Oui, c'est les chiffres officiels que j'ai eus ce matin. Puis j'en profite pour, d'ailleurs, donner mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu un proche au Cap-Saint-Ignace aussi. Les familles ont pu aussi, pour venir en présence, là. Ça aussi, c'est permis quand on est en fin de vie. Là, on est capable d'accueillir les gens pour qu'ils puissent être présents. Donc, mais je trouve important là, de leur offrir mes sincères sympathies. Madame Aymon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos interrogations ce matin. Parfait, Madame merci. Julie Aymon, qui est directrice du programme au soutien à l'autonomie des personnes âgées pour le 6 Chaudière-Appalaches. Voilà, ça complète. Je pense que ça vous donne un bon tableau de ce qui se passe actuellement dans le cadre de cette pandémie au CHSLD de Cap-Saint-Ignace et dans notre région également. Merci, madame. Merci. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité régionale.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité locale et régionale, les grands titres de ce vendredi 13, 2 autres personnes décédées au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Dans le bulletin de nouvelles, je l'ai mentionné avec Mme Aymon, dans le bulletin de nouvelles, on mentionnait 7, mais elle me confirme que c'est bien 8 décès cumulatifs qu'on a au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. C'est toujours un de trop. Et je me permets à chaque matin, parce que je le sais, qu'on nous regarde au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, entre autres. Là. Alors, je me permets de vous dire qu'on est là, on est avec vous, on pense à vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait recevoir justement une personne qui était capable de nous donner toute l'information par rapport à ce qui se passe au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, afin que vous puissiez vous faire une idée sur ce qui se passe actuellement et tous les services qu'on offre là, pour enrayer cette éclosion. C'est tout près et très à côté de chez nous. Investissement supplémentaire de 884 000 $ aux organismes communautaires de Côte-du-Sud. Québec accorde 200 000 $ à la MRC de Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, qui veut faire connaître les bons coups des employeurs. Je trouve que c'est une excellente idée parce qu'il y en a eu des bons coups des employeurs à différents égards, sur tout notre territoire, mais malheureusement, on ne les connaît pas. Alors, je pense que c'est une belle façon que les employés puissent dénoncer les bons coups des employeurs parce que depuis le mois de mars, là, tous les employeurs, tous les entrepreneurs, sans exception, on a ça difficile et il faut justement trouver des moyens pour faire autrement. La dernière pandémie date de 1918 avec la grippe espagnole. Là. Alors, personne ne savait comment... D'abord, personne n'aurait imaginé qu'on vivrait une pandémie de ce genre-là et aussi de savoir comment faire pour s'en sortir et quoi faire pour être innovant. Donc, je trouve que c'est une belle promotion que le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet met de l'avant en compagnie de la Société de développement économique de Montmagny. D'ici février 2021, vous devrez avoir votre licence pour votre chien et le gouvernement du Québec alloue près de 100 000 $ à 2 projets de concertation d'institutions muséales en Côte-du-Sud. L'essence est revenue à 99 cents, 99,9 à la pompe hier en fin de journée parce que le prix du baril a considérablement baissé. De lundi, on reçoit une personne qui va nous parler de la santé mentale, donc c'est à ne pas manquer sur nos ondes lundi, notre invité qui nous parlera de santé mentale avec tout ce qui se passe actuellement. Et aussi, il y aura toutes sortes de sujets dans le cadre de l'actualité. On annonce de la pluie ou de la neige aujourd'hui, des petits flocons, rien de bien important. Le retour du soleil pour samedi et le beau temps pour dimanche. Passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.